Bonjour à tous les amis, je suis Edgar Markov, le papa des vampires. Vous me reconnaissez? C'est moi sur la carte. Et oui, après 4 cartes de Planewalker de mon fils Sorin Markov, 2 cartes de créatures légendaires de ma fille Olivia, Voldaren, qui n'est pas vraiment ma fille en fait. C'est une histoire de lignée, tout ça, des trucs un peu vampirisants. Maintenant, ce qui compte, c'est que j'ai pris le contrôle de cette chaîne, les amis. Le koala, ne vous en faites pas. Je l'ai gentiment passé au fil de mon épée. Il fait moins le malin, il reviendra. En attendant, c'est moi qui contrôle. Et pour les 2 prochaines vidéos, nous allons analyser mon deck et voir pourquoi je suis le papa. Et maintenant, les gars, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est le koala. Aujourd'hui on est le vendredi 25 août 2017, vous vous en doutez évidemment, et aujourd'hui Magic a sorti 4 decks Commander avec cette nouvelle capacité, vous n'êtes certainement pas passé à côté si vous suivez cette chaîne, Éminence. Voilà, la capacité Éminence qui est une capacité, vous voyez c'est mon commandant là, qui se déclenche même lorsque votre commandant est dans la zone de commandement. Donc je vous le rappelle, le format commandeur de Magic, vous avez une créature légendaire en guise de commandant qui est dans une zone à part, vous avez un deck de 100 cartes, et lorsque vous avez suffisamment de mana, vous pouvez ramener votre commandant. Et lorsque votre commandant meurt, eh bien il va pas au cimetière, il va dans sa zone de commandant, et vous pourrez le rejouer plus tard. Donc il y a évidemment pas mal de créatures légendaires qui ont des pouvoirs avec lesquels c'est assez sympa d'abuser. Voilà. Et donc, la capacité d'éminence, c'est que, en l'occurrence celle-ci, à chaque fois que vous jouerez un vampire, eh bien vous gagnerez gratuitement un petit jeton vampire 1-1 qui est là. Il y en a plein, il y en a plein de jetons vampire 1-1 qui sont fournis avec la boîte. Regardez, oh il y en a plein, il y en a beaucoup, très bien. C'est très drôle, c'est assez sympa d'avoir plein de jetons. Ils sont tous là. Il n'y a pas que des vampires, il y a aussi des chauves-souris par exemple. Bon, voilà, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est que cette capacité imminence, elle est très forte. Maintenant, il y a quand même un petit bémol, c'est le prix des decks. Les decks valent 32 €. 32 € les gars. Les gars et les filles. 32 €, vous vous en rendez compte? 32 €. Si vous voulez en acheter 2, ça fait 64 €. Et vous avez 200 cartes quoi. Oh, c'est incroyable. 32 balles, moi ça me révolte un peu. Le prix est vraiment trop cher pour le nombre de cartes qu'il y a. On va le voir. Il y a quelques cartes qui sont très bonnes, qui ont été rééditées. Je pense par exemple au pince-crâne, à l'anneau solaire, qui sont fumés, qui sont de très bonnes cartes, qui sont même bannies d'ailleurs dans les autres formats. Mais vous avez des cartes poubelles quoi aussi dedans. C'est pas comme si vous aviez un deck fumé. Hein. Les decks ne sont pas fumés de base. Il y a quelques cartes qui sont très fortes. Vous avez Edgar Markov qui est très fort. Maintenant les autres commandants sont très forts aussi. Je pense au commandant chat qui est le plus fort à mon sens. Hein. Le commandant chat qui est vachement fort aussi. Maintenant, 32 balles quand même. Quoi. 32 € les gars, ça reste des cartes, ça reste des bouts de papier. Le coût de revient d'une carte, ça doit être, je sais pas, moins de 1 centime d'euro. Donc là-dessus, ils abusent. Pour autant, moi j'ai joué toute la journée, toute l'après-midi avec des... Tout l'après-midi, un après-midi c'est masculin. Tout l'après-midi avec des amis qui avaient le deck chat et le deck sorcier, le deck magicien, pardon. Donc le deck dragon, je ne l'ai pas vu. J'ai vu ces trois-là, donc je peux vous en parler un petit peu. Et donc on a joué, et voilà, les decks sont sympas, on s'est bien marré. Alors maintenant, je vous ai parlé d'Edgar Markov, on peut continuer un petit peu à en parler. Il est tour 6. Alors, pour du vampire avec du rouge, blanc, noir, on pourrait s'attendre à quelque chose de très agressif. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que il y a beaucoup de cartes qui coûtent 4, 5, 6 mana. Et malgré le fait que vous pouvez rapidement flouder le board avec vos petits vampires 1-1, il y a quand même des changements à faire. Si vous voulez orienter le deck agressivement, ce à quoi on pouvait s'attendre, il va falloir balancer... changer pas mal de cartes. Maintenant parlons-en d'Edgar Markov, il arrive tour 6, il arrivera certainement avant parce qu'il y a pas mal d'accélérateurs de mana, vous vous en doutez de fixeurs de mana, puisqu'on a quand même 3 couleurs à gérer. Il a l'initiative, la célérité, il tapera directement, et surtout quand on attaque, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque vampire, donc Edgar Markov aussi. Donc en fait il est 5-5 quand il arrive en jeu, enfin, il sera 5-5 avec le marqueur, donc c'est vachement fort. A noter que lorsque vous jouez Edgar Markov, vous n'avez pas de vampire 1-1, c'est que lorsque vous jouez un autre vampire. Mais c'est déjà très très bon comme capacité. Le deuxième commandant, c'est Lyria
Édile sanguine. Édile sanguine. Alors, Édile, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est probablement un titre honorifique de guerre, genre héros ou un truc comme ça. Il coûte 7. Non, il coûte 8 même. Mais en fait, il coûte 1 de moins pour chaque point de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Ce qui est une condition, gagner des points de vie en vampire, surtout avec du blanc et du noir, c'est une condition très facile à remplir. Il coûtera très facilement seulement 3 mana. Maintenant, il est 4-4 initiative lien de vie, c'est fort. On peut payer 5 points de vie pour mettre 3 marqueurs +1/+1 dessus, une seule fois par tour. On peut carrément imaginer qu'on l'a joué pour 3 mana, qu'on utilise directement sa capacité en payant 5 points de vie. Pour 3 mana, on a joué une 7-7 initiative lien de vie. D'ailleurs, sa capacité, comme il a le lien de vie, se rembourse à chaque tour. Donc, c'est une bonne carte. Mais je pense que le deck actuellement n'est pas orienté pour jouer cette carte, il faudra changer les cartes. Donc, maintenant, je vais vous parler du dernier commandant. Hop là. Le troisième, c'est Matas, le chercheur de fielleux. Alors, instant culture générale, un fielleux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un espèce de démon, en fait. Voilà, le petit démon. Je crois que c'est lié au feu, mais j'en sais pas plus. Voilà, une espèce de petit démon de feu. Il est 3-3 pour 3, sachant que si vous voulez le jouer tour 3, il faut avoir un rouge, un blanc, un noir. Ce qui est pas évident si vous n'avez pas une base de mana, faite pour ça. Maintenant, il est bon, hein, il a la menace. Et au début de votre étape de fin, donc c'est à la fin de votre tour, donc s'il n'a pas été contré, s'il s'est pas fait tuer, ça va faire son effet lors du tour où il arrive en jeu. C'est pas comme si ça se passait au début de votre tour, ce qui laisserait un tour pour votre adversaire pour le gérer évidemment. Donc là c'est déjà un bon point. Vous mettez un marqueur prime sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et tant que cette créature a un marqueur prime, eh bien, lorsqu'elle meurt, eh bien, chaque adversaire pioche une carte. Chaque adversaire, du coup, c'est nous, hein, et gagne 2 points de vie. C'est pas mal. Alors, question, je ne sais pas si c'est tant qu'elle a un marqueur prime. Voilà. Donc, si vous lui mettez plusieurs marqueurs prime, vous ne piocherez pas pour autant plusieurs cartes et gagnerez pas plus que 2 points de vie. Donc, c'est une bonne carte en tout cas. Votre adversaire n'aura pas envie de bloquer, n'aura pas envie de sacrifier ses créatures pour que vous piochiez des cartes alors que vous êtes agressif. Et en plus, ce sera dur à bloquer parce que vous jouez Matas, il a la menace. Matas, menace, Matas, menace. Rime, tout ça, les enfants adorent. Donc, les 3 commandants ils sont là. Maintenant, il n'y a que Matas en fait hein, qui est axé agressif, qui est 3-3 menace. Maintenant, il est même pas si agressif que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement voir les cartes du deck. Il y en a beaucoup, et je veux pas que cette vidéo dure des années et des années. Il y aura peut-être 2 parties si la vidéo est trop longue. Mais on va voir rapidement les cartes. Qu'est-ce qu'on a au tour 1? Il y a 4 cartes au tour 1. Il y a un retour au pli, un petit éphémère qui commence à être un peu connu. On exile une créature, et son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Évidemment, s'il y a une 10-10 en face qui vous gêne, pour 1 mana, vous l'avez exilé. Alors, certes, votre adversaire a gagné 10 points de vie, mais au moins vous êtes débarrassé, quoi. Donc c'est sympa. Vous pouvez même imaginer la comboter avec Elysia. Vous exilez une carte à vous qui a plein de points d'attaque, hop, vous gagnez plein de points de vie, et du coup, Elysia coûte que 3, donc c'est sympa. La lame du chef de sang, que j'ai pas vu encore, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec elle cet après-midi. Pour 1, à chaque fois qu'une créature meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature équipée. Si c'est un vampire, on en met 2 à la place. Donc évidemment, c'est l'épée de Drana, hein, Drana, la chef des Calastria, et vous l'équipez pour 1. Ça a l'air assez fort. Le pince-crâne. Le pince-crâne, vous le connaissez certainement si vous jouez à Magic. Une carte rééditée qui est très forte. La créature équipée gagne +1, -1. Donc vous pouvez tuer une de vos créatures directement ou une créature adverse. À chaque fois que la créature équipée meurt, vous piochez 2 cartes. Non, vous pouvez pas équiper une créature adverse, pardon. Ça marche pas, vous pouvez équiper qu'une créature à vous. Maintenant, vous en servez soit pour attaquer, soit pour défendre. Croyez-moi, votre adversaire, il veut pas tuer la carte qui a le pince-crâne sur elle, il ne veut pas vous faire piocher 2 cartes. Regardez, c'est vachement fort. Pour 1, vous avez pioché 2 cartes, en fait. C'est ça, enfin pour 2, parce qu'il faut payer le coût d'équipement aussi. Et ça, vous le faites pendant toute la partie, donc c'est très fort. Et l'anneau solaire, qui, niveau carte fumée, c'est pas mal aussi. Pour 1, vous ajoutez 2 mana incolores à votre réserve.
Manque de chance, on joue pas un deck incolore, on joue un deck tricolore. Mais la carte reste quand même très bonne. Donc le tour 1, il n'y a que des bonnes cartes, tour 1 en fait. Alors là je vous parle des cartes, je les ai pas toutes vues encore. Tour 2, qu'est-ce qu'on a? Un cachet de Rakdos, donc ça sert à fixer du mana, c'est une bonne carte. Alors il y a d'autres cachets, est-ce qu'il y a d'autres cachets? Tout à fait, il y a le cachet de Boros, évidemment qui fait du rouge ou du blanc. Et il y a le cachet d'Orzhov qui fait du blanc ou du noir. Bien, j'ai les couleurs sous les yeux et je galère à dire blanc et noir hein, quand même. Ça devient assez clinique là. On a d'autres cartes sympas. Une petite commune, une de 1 pour 2, lien de vie, extorsion, je le rappelle, l'extorsion, qui commence à être une capacité un peu ancienne. Lorsque vous lancez un sort, vous pouvez payer un mana en plus pour drainer un PV, une capacité de vampire. C'est pas mal. Maintenant cette carte, bon bah, vous avez des tours 2, c'était une commune à la base cette carte, donc vous avez des tours 2 qui sont... Qu'est-ce qu'on a d'autre au tour 2? On a seulement, vous voyez, on a seulement 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes autour de 1. Pour un deck, je rappelle, rouge, blanc et noir. Couleur de l'agression. 7 cartes autour d'eux. C'est très peu. Droite à la gorge, on détruit une créature. En plus, c'est des cartes de contrôle. On détruit la créature non artefact ciblée. C'est en éphémère. C'est très bien. L'artiste de sang, il est 0-1 pour 2. Et à chaque fois qu'une autre créature meurt, ou lui-même, eh bien, on draine un PV à quelqu'un. C'est pas terrible, je pense que je changerai cette carte. Moi je veux pas arrêter de gagner des points de vie à outrance, je veux simplement bourrer la gueule de mon adversaire. Maintenant jouer un deck aggro axé sur le drain de PV, ça peut être sympa aussi. Dans ce cas ce sera certainement un deck mid plutôt. Et l'obéissance aveugle, qui est une super carte. On retrouve cette capacité d'extorsion, c'est un enchantement donc ça reste là. Et les artefacts et les créatures que votre adversaire contrôle arrivent engagés. C'est vachement chiant, du coup votre adversaire peut pas bloquer. C'est une très bonne carte, celle-ci je la laisserai à tous les coups, hein. C'est vraiment très très bien. Maintenant qu'est-ce qu'on a à tour 3? Ah, tour 3 on a beaucoup de cartes. Tour 3 vous voyez on commence déjà à en avoir beaucoup. Il y en a au moins, je sais pas, 15 je pense. Alors ça là, c'est une carte avec laquelle j'ai joué cet après-midi. Je pense que c'est la carte la plus mauvaise, de tout le deck. C'est nul à chier. Je suis très en colère contre cette carte. Tout à l'heure, je voulais la jouer. Évidemment, j'ai jamais trouvé le créneau pour la jouer. Et surtout, dès que je l'ai jouée, ben, je pouvais rien faire avec. Regardez, on va comparer cette carte. Donc voilà, d'accord, c'est un artefact qui coûte 3. Il arrive en jeu engagé. Vous ne pourrez pas vous en servir le premier tour. Et ça fait 2 mana incolore. Maintenant, rappelez-vous, il y a quelques minutes, on a vu l'anneau solaire. Voilà, la lithoforce, vous la jetez, l'anneau solaire, vous le gardez. C'est aussi simple que ça. Sans déconner quoi, la lithoforce usée, ça va dégager. Hein. Je sais déjà, j'ai déjà plein de trucs à mettre à la place. Donc carte vraiment mauvaise. Une carte sympa, un rouge, un noir, un blanc. Ça met 2 blessures à chaque adversaire et tous vos adversaires sacrifient leur créature la plus puissante. C'est vachement bien. Hop là, c'est très bon, on la garde, c'est une bonne carte. Le capitaine de Stormkirk, un vampire qui donne +1/+1 et l'initiative à vos autres vampires, il est de 2 pour 3. C'est sympa, c'est une bonne carte. Mortification, pour 3, on détruit un enchantement ciblé ou une créature, c'est très bon aussi, je trouve. Protection de Teferi, très bien, alors je l'ai pas vu celle-ci, on va la lire ensemble. Gna gna gna. Éphémère, jusqu'à votre prochain tour, votre total de points de vie ne peut pas changer, et vous avez la protection contre tout. Tous les permanents que vous contrôlez passent hors phase. Hors phase, ça veut dire quoi? Tant qu'ils sont hors phase, ils sont traités comme s'ils n'existaient pas. Ils passent en phase avant le dégagement, pendant votre étape de dégagement. Et on exile cette carte. Bon bah c'est pour 3 mana, vous avez un tour de répit quoi. Bon, j'aime pas trop. Il y a des bonnes choses à faire avec cette carte certainement, mais je suis pas fan. Une malédiction qui se met sur un joueur pour 3 mana. Le joueur enchanté est attaqué, on gagne 2 points de vie. Et chaque adversaire attaquant fait de même. Donc une bonne carte pour le multijoueur. C'est pas très bien, hein, je vais la changer aussi cette carte. Lame d'héritage. +3/+1 pour un équipement 1. Pour l'instant c'est correct. A chaque fois que la créature équipée meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle une carte de créature qui partage un type de créature avec elle. Donc nous on a que des vampires, hein, donc ce sera forcément un vampire. On met cette carte dans notre main et le reste en dessous.
dans un ordre aléatoire. Bon, le reste en dessous, on s'en fiche. L'important, c'est que c'est une carte qui va en permanence aller nous chercher un nouveau vampire, donc c'est une bonne carte, je laisserai. La malédiction de perturbation, une autre malédiction, avec manifestement Kenji Girac ou les mecs de PNL sur la carte. À chaque fois que le joueur enchanté est attaqué, on crée un 2-2 zombie. Ça par contre c'est pas mal. Un héritier est lancé 1-2-2, à chaque fois qu'un vampire qu'on contrôle met des blessures à un joueur, on met un marqueur +1/+1 dessus. C'est pas mal. Le ritualiste coq-sang, le multi-kick. Multi-kick, c'est une capacité qui nous permet de payer plus cher en fait quand on veut. Et plus on l'a payé cher, plus on a des bonus. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte chaque fois qu'elle a été kickée. Donc évidemment, vous aurez une 2-2 pour 3, ce qui est nul. Maintenant, vous avez une 2-2 pour 4 qui fait défausser une carte, une 2-2 pour 5 qui en fait défausser 2. À partir de là, c'est de 2, je pense que c'est bien. Maintenant, ça reste des cartes à jouer sur le bon timing quand votre adversaire n'a plus que 2 cartes en main. Voilà, donc une carte à jouer intelligemment sur le bon timing. Lui, le faucon de nuit vampire. Alors déjà, là, on arrive sur le problème du deck. Autant vous avez des cartes tour 3, comme Matas ou comme la fin crépitante qui vous demande un rouge, un blanc, un noir. Autant là, vous avez une carte qui vous demande 2 noirs. On parlera de toutes les cartes de mana après, parce qu'il y a presque pas de cartes de terrain de base. Donc on en parlera après. Mais un des énormes problèmes du deck, pour moi, c'est ça. Tout à l'heure, par exemple, je faisais une partie. J'avais en main une carte qui coûtait 2 blancs, une carte qui coûtait 2 rouges, 2 cartes qui coûtaient 2 noirs. Je ne pouvais rien jouer. Vous voyez, j'ai vraiment rien pu jouer pendant 4 tours, quoi. Et du coup, bah, évidemment, j'ai perdu la partie. Ça, c'est pas très grave. Mais vraiment, je pouvais pas jouer. Donc, il y a des choses à changer là-dessus aussi. Selon moi, il y a trop de cartes qui coûtent 2 mana de la même couleur. Pour autant, lui, il est pas mal. Vol, contact mortel, lien de vie, 2-3 pour 3, c'est une bonne carte. C'est un bon vampire. Lire dans les eaux. Ah, bah lire dans les eaux, c'est une bonne carte. Ça, c'est une bonne carte, par contre. Vous voyez, j'avais pris mon propre lire dans les eaux, sachant qu'il y avait des cartes de pioche. Le paquet là, c'est mon autre deck EDH. Et j'avais pris lire dans les eaux pour comparer justement avec les autres cartes de pioche qui sont dans ce deck là. Dans ce deck vampire avec lequel j'ai joué cet après-midi. Parce que j'ai vu d'autres cartes de pioche qui sont moins bien. Et justement, je voulais vous comparer en vous montrant, regardez, ça, c'est mieux, vous pouvez la jouer à la place. Et en fait, elle était dans le deck de base. Donc c'est une bonne surprise. Regard 2, on pioche 2 cartes et on perd 2 points de vie. C'est une bonne carte de pioche. Pas mal de cartes noires en pioche qui font perdre des points de vie et piocher. Elle fait un regard en plus, donc c'est intéressant. Le pion du Lamog. À chaque fois qu'une autre créature non jeton, encore une carte qui coûte 2 noirs, hein. Une autre créature non jeton meurt, on peut créer un 0-1 Eldrazi, sacrifier cette créature, on ajoute un mana incolore. Alors je peux vous la montrer puisque je l'ai évidemment le token Eldrazi, hein. Je vais quand même en profiter pour vous le montrer. Où est-il? Il est là, regardez. Hop là, il est là. Voilà, une 0-1, on le sacrifie, on ajoute 1. Bon, bah je suis pas fan. J'ai pas envie d'avoir des créatures qui ajoutent 1 en fait. Déjà, j'ai plein de créations de créatures avec le pouvoir de Elgar. Maintenant, les 0-1, ce sera pas des créatures pour attaquer. Et surtout, je préfère jouer un fixeur de mana, en rouge, en blanc ou en noir, à la place de ça. Obscur imposteur. Il est cool. Vampire et assassin. Pour 6, on peut exiler une créature ciblée et mettre un marqueur +1/+1 sur notre obscur imposteur. Et il a toutes les capacités des créatures qu'il a exilées. Dans le genre carte de contrôle, c'est pas mal. Hein. Voilà, vous le jouez fin de partie, vous êtes tranquille. Hein. Vous voyez, là j'apprécie. Il prend pas 2 mana noirs à jouer. Sa capacité prend 2 mana noirs à activer, mais sa capacité elle arrive tour 6, elle arrive pas tour 3. Donc ça c'est intelligent, en plus la carte est jolie, j'aime beaucoup. Le vampire captivant, c'est celui qui donne +1/+1 à nos autres vampires. Et on peut engager 5 vampires pour acquérir le contrôle d'une créature ciblée qui en plus elle-même deviendra un vampire. Sachant qu'on a une carte qui a l'air difficile à activer, même avec le pouvoir de Yarmarkov qui ramène des vampires, je pense qu'elle sera difficile à activer. Maintenant, je vais la laisser, je vais jouer un peu avec. Ça, connexion avec la paye, on enchante un terrain et on peut engager le terrain, payer un point de vie, piocher une carte. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan, il y a déjà pas mal de pioches.
Et donc le dernier tour 3, c'est celui-ci, la dévoreuse d'esprit de Keru, qui ne ressemble à rien, hein. Dans le top des cartes qui ne ressemble à rien, elle est assez bien placée. Elle a la menace, elle est 1-3 pour 3, merci, 1 point de dégâts en menace, je m'en fous un peu. Bon, à chaque fois que la dévoreuse d'esprit inflige des blessures à un joueur, ce joueur exile une carte de sa main face cachée. Et on peut regarder et jouer les cartes exilées. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien, c'est comique comme carte. C'est très comique. Ouais, elle dévore l'esprit, quoi. C'est une dévoreuse d'esprit. J'aime bien cette carte.